Les diasporas africaines, du nord comme du sud du Sahara, sont impactées par les évolutions socio-économiques du continent africain, tout simplement parce qu'elles influent la perception qu'on a d'elles en Europe. Est-ce que cette diaspora doit s'impliquer dans les dynamiques géopolitiques du continent africain? Je pense que oui, mais encore une fois, ce n'est pas simplement une réflexion que doit être portée par la diaspora, c'est par tout le monde. C'est-à-dire, en fait, nous vivons sur cette terre, et je pense que chacun de nous, nous devons aussi essayer de questionner les déséquilibres qu'il y a dans le monde, pour que chaque être humain puisse vivre le mieux possible. Ça me paraît être essentiel, et c'est pas simplement parce que moi je me sens faisant partie de la diaspora africaine, bien que je pense que la réalité est que chacun de nous, peu importe notre couleur de peau, nous faisons partie de la diaspora africaine, si on remonte dans le temps. Si on remonte suffisamment loin, c'est clair. Exactement, mais en fait, les gens, très souvent, renvoient la diaspora africaine sur une couleur de peau ou sur une histoire très récente. Mais je pense que la réflexion, c'est sur la place de l'humain sur cette terre. Est-ce qu'il est possible d'accepter autant de déséquilibre entre les continents? Est-ce qu'il est possible d'accepter autant de déséquilibre au sein de son propre pays? Je pense que ce n'est pas juste. Je vais citer un rappeur qui s'appelle Nak Mendoza, qui, dans un morceau qui s'appelle Tout le monde s'en fout, lance une rime qui dit « On va vous rendre château d'eau, mais libérer le CFA ». Est-ce qu'on peut sérieusement parler d'une France postcoloniale alors que le franc CFA est encore là et que sa défense, si on s'en réfère aux emails d'Hillary Clinton révélés récemment par Wikileaks, justifie la destruction d'un pays comme la Libye par la France? Écoutez, ce qui est très bien dans le rap, c'est que ça peut nous emmener à nous questionner sur la société dans laquelle nous vivons. Effectivement, je pense que lorsque vous discutez un peu avec les gens de la rue, on va dire, mais en fait, ils ne savent pas que le franc CFA est fabriqué en France, par exemple. Oui, c'est fascinant. Et je leur dis, imaginez-vous un instant que l'euro serait fabriqué, par exemple, en Chine. Est-ce que vous pensez que ce serait normal? Bien évidemment, ils vous répondent que non. Et lorsqu'on parle de la colonisation, c'est avant tout, on parle d'une domination. Et effectivement, je pense que la réflexion autour du franc CFA montre vraiment cette domination. Parce que si quelqu'un détient votre portefeuille, si quelqu'un détient votre argent, c'est compliqué pour vous. Il suffit de voir les impacts sur l'agriculture en Afrique, typiquement, pour voir à quel point le franc CFA est une forme moderne de colonisation. Ah non, mais totalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Et dans les médias, on n'en parle pas. D'ailleurs, il y a des intellectuels africains qui dénoncent depuis très longtemps ce système de domination de la France sur les pays qui utilisent le franc CFA. Et donc, je pense que si notre pays veut vraiment aider le continent africain, c'est déjà faire en sorte que ces pays puissent être autonomes au niveau financier. Les médias n'ont pas plus parlé, finalement, d'un des moteurs de la guerre qu'on a menée en Libye, qui était très clairement de mettre fin à un projet de Kadhafi, de remplacer le franc CFA par une monnaie panafricaine. Effectivement, je crois que très souvent, on ne nous explique pas les vraies, comment je pourrais dire ça, les vraies raisons des guerres. Ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est pour cela qu'il faut toujours essayer de comprendre le pourquoi des choses. On va passer à des questions sur le racisme plus spécifiquement en France. Quand Macron avoue un crime contre l'humanité en évoquant la guerre d'Algérie, est-ce que c'est une voie vers l'apaisement ou est-ce que c'est une fracture supplémentaire au sein de la société française? Pour moi, c'est dire la vérité, tout simplement. Et dire la vérité, peut-être que ça fait mal au début, mais il est important de connaître la vérité. Ça me paraît essentiel de dire que ça a été un crime contre l'humanité, comme a été un crime contre l'humanité le fait qu'on ait tué tant de millions d'Amérindiens lorsque Christophe Colomb est arrivé dans les Amériques. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir de crime contre l'humanité
lorsque vous voulez dominer d'autres peuples. Parce que ça se fait dans la violence, obligatoirement. Donc la colonisation, oui, c'est crime contre l'humanité. C'est une évidence. Sinon, comment vous voulez que la population en question se soumette? Donc il faut violenter cette population. Il faut montrer votre force et votre détermination pour que les autres restent tranquilles et acceptent cette domination. Donc oui, crime contre l'humanité, il faut en parler, il faut analyser les choses pour qu'on puisse peut-être dépasser les préjugés qui existent. Parce que je pense qu'il y a des incompréhensions parce qu'on n'a pas le courage d'affronter les réalités de l'histoire. Et vous pensez que cette déclaration de Macron va contribuer à une forme d'apaisement en France? Je pense que oui. Il faudrait qu'il continue sur ce chemin-là. Parce qu'il me semble, je crois, je ne sais pas s'il n'était pas revenu en arrière d'ailleurs, en disant que peut-être que... Il avait un peu tempéré les choses, oui, mais revenu en arrière, pas tant que ça. Je pense qu'il ne faut pas tempérer, il faut juste dire la vérité. Et je pense qu'effectivement, c'est un choc au départ, parce que les gens n'ont pas l'habitude, n'ont pas été éduqués à comprendre vraiment ce que ça a été la colonisation. Donc il faut leur expliquer, et je reste persuadé qu'il est préférable d'avancer dans la vérité. Parlons un instant de ce festival afroféministe Niasapo, au cours duquel certains espaces étaient réservés aux femmes noires et métisses et qui a fait réagir Anne Hidalgo récemment. Le fait qu'une responsable socialiste ainsi que la LICRA relaie une fake news, un festival qui serait totalement interdit aux Blancs, lancé par Valéran de Saint-Just, qui était la tête de liste FN aux dernières élections régionales en Ile-de-France, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que nous sommes dans un monde d'immédiateté et qu'il faut réagir immédiatement et ne pas chercher la véracité de l'information. Même quand on est un dirigeant politique de première envergure? C'est le cas, non? Oui. On voit bien que c'est le cas. Donc on est dans ce monde-là. C'est en fait, parfois on ne vérifie pas la source, on ne vérifie pas l'information. Et donc on peut faire beaucoup d'erreurs dans ce cas-là. Mais moi je pense quand même dans cette situation-là, moi je suis pour qu'on ouvre les débats à toutes les personnes et de toutes les couleurs. Je pense qu'on doit discuter librement de tout. Et donc, on peut inviter des personnes de couleurs différentes et dire ce qu'on a à dire. Pourtant, l'émancipation des femmes aux USA comme en France est passée par des mouvements prônant la non-mixité. Je pense au MLF au lendemain de mai 68 ou beaucoup plus récemment au cours de Nuit debout. Pourquoi une féministe comme Anne Hidalgo, qui a hérité des bénéfices d'un tel militantisme, le refuse-t-elle au noir? Parce que peut-être qu'elle ne comprend pas exactement le pourquoi, parce qu'elle ne s'est pas questionnée. Peut-être que ça la choque de savoir que tout d'un coup, peut-être qu'on accepte moins volontiers des personnes blanches dans une réunion. Moi, je peux comprendre qu'on soit choqué. Moi, je peux comprendre que dans le passé, effectivement, il y eut ces mouvements, bien évidemment. Moi, je suis encore une fois, je comprends la démarche, mais je pense que la démarche est encore plus forte lorsque vous invitez des personnes d'horizons différentes et qu'ils entendent votre discours, pour les éduquer eux aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que cette forme particulière de féminisme que porte Anne Hidalgo contribue à installer une forme de racisme politiquement correct à gauche? Quelle forme de féminisme ? Cette forme qui s'appuie sur essentiellement la laïcité qu'on a vu émerger de façon très prégnante lors du dernier quinquennat. Je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne sais pas exactement comment elle concevoir le féminisme, Madame Hidalgo. Donc, je ne pourrais pas vous répondre. Mais je pense qu'effectivement, il faut écouter tous les courants. D'accord ? On peut ne pas être d'accord avec certains courants. Mais encore une fois, je pense, pour ma part, que les femmes noires, effectivement, il y a une spécificité d'être femmes et noires. Mais aussi, il faut que ces femmes noires le fassent entendre aussi aux femmes de couleur blanche ou d'autres dites entre nous, parce que là, en fait, les couleurs n'existent pas vraiment. Il n'y a personne de blanc ni de noir. Donc, aux d'autres personnes à d'autres origines, il faut qu'ils entendent ce discours pour qu'ils puissent être éduqués. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes... je pense, de couleur blanche, parfois, vous ne maîtrisez pas certaines choses. Par exemple, vous ne comprenez pas que l'espace public
n'est pas vécu de la même façon selon votre couleur de peau. Très vrai. Ok, ça c'est... Mais il faut que quelqu'un vous le dise. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire participer les gens, et peu importe leur couleur, pour qu'ils puissent entendre et pour qu'ils soient éduqués de leur côté. Parce que si vous vous parlez en tant que personne noire, ben, effectivement, vous n'allez pas éduquer les autres à comprendre ce qui se passe. Et moi, je suis pour l'éducation de tout le monde. En même temps, interdire un espace aux Blancs, c'est une excellente façon de faire réaliser ce que c'est que la ségrégation dans un espace public pour des Blancs qui n'y sont pas du tout habitués. Ça, c'est un autre débat. Alors ça, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, je pensais qu'en fait, c'était de la provocation pour faire comprendre qu'est-ce que c'était être ségrégué, qu'est-ce que c'était être blanc. Pour moi, c'était en fait une façon d'interpeller les gens. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment ça, mais je trouve qu'effectivement, le fait tout d'un coup d'interdire permet de prendre conscience. D'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis, non, je crois que c'était au Canada, avec les yeux bleus, pour que les enfants apprennent à sentir dans leur peau le racisme. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Non. En fait, il y a une prof qui avait inventé une histoire en disant voilà que les scientifiques disent que lorsque vous avez les yeux bleus, vous êtes beaucoup plus intelligent. Et donc tout d'un coup, les enfants qui avaient les yeux bleus se sentaient supérieurs. Le lendemain, il y avait des enfants qui étaient arrivés avec des lunettes parce qu'ils n'avaient pas les yeux bleus. Et je crois que la prof, quelques jours après, avait dit ouais, j'ai bien réfléchi, je crois que je me suis trompé, c'était l'inverse. Et donc, en fait, les enfants avaient senti à un moment donné dans leur corps l'injustice d'être jugés à travers une couleur de yeux. Et donc, c'est pour ça que je pensais que le fait d'annoncer que c'était interdit aux personnes de couleur blanche, c'était pour justement qu'ils puissent sentir dans leur corps, tout d'un coup, être rejetés. Et donc, prendre conscience de la gravité de leur jugement parfois sur les personnes de couleurs différentes. Alors, en l'occurrence, je ne crois pas. Je crois que ça s'inscrivait vraiment dans une tradition militante de non-mixité qui remonte à pas mal de temps. Au tout début des années 70, c'était quelque chose d'assez courant, en particulier chez les féministes, de tenir réunion et d'interdire ces réunions aux hommes. Et c'est l'une des bases qui a fait le féminisme aujourd'hui et surtout l'émancipation des femmes. Si tant est qu'elles soient émancipées aujourd'hui, il y a encore énormément d'inégalités. Mais en tout cas, les progrès qui ont été réalisés ces 40 dernières années se sont basés en partie sur ce concept militant de non-mixité. Et ce à quoi on a assisté, là, c'est la même chose appliquée aux femmes noires. Oui, non, mais bien évidemment. De toute façon, on pourrait remonter plus loin parce qu'il y a eu pas mal de lieux qui étaient interdits aux femmes aussi. Que c'était que les hommes. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. La construction des banlieues françaises par strates qui sont ethniquement assez homogènes au fur et à mesure des vagues migratoires de l'après-guerre a-t-il construit une société française communautarisée à l'américaine? Est-ce qu'il est temps de regarder ça en face ou est-ce qu'on continue à s'aveugler sur l'idée d'une république une et indivisible? Bon, ce qui est sûr, c'est que ça a été une volonté politique. OK ? Moi, j'ai eu la chance de grandir dans des cités où il y avait encore une très grande mixité de personnes, que ce soit au niveau des religions, des couleurs de peau, du niveau social aussi. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que c'est assez dramatique. Mais est-ce que, pour cela, ça construit une communauté? Je ne pense pas que ça construit des communautés. C'est-à-dire que de l'extérieur, les gens les regardent comme étant des communautés. Mais ce seraient des communautés basées sur quoi? Sur des origines ethniques et, dans la situation actuelle de la France, sur des pratiques religieuses. Donc ce seraient des communautés sur l'ethnie? Qu'est-ce que vous entendez par ethnie? J'entends par pays d'origine plus qu'ethnie, parce qu'effectivement, si on va regarder très précisément les différents pays d'Afrique, on sait bien que les frontières sont loin de représenter des groupes ethniques. Malgré tout, on a quand même une très grande homogénéité, à la fois sociale, mais également ethnique et religieuse, dans les banlieues françaises, qui s'est aggravée avec le temps. On a une véritable construction sur une base urbanistique de quelque chose qui, très concrètement, donne du racisme. Ah ben, oui, ça, alors je suis d'accord avec vous, parce qu'en fait, la question, c'est sur la notion de communauté. C'est ce qui m'interpelle, parce que très souvent, on parle d'une communauté noire,
on parle d'une communauté musulmane et qui n'existe pas vraiment. C'est clair qu'entre les Camerounais et Martiniquais, Ok, d'accord. C'est pour ça que je veux juste qu'on soit d'accord sur ça. on est d'accord. Effectivement, ça renforce l'idée du racisme, bien évidemment. Et surtout, en fait, ce qui est assez dramatique, c'est qu'on regroupe des personnes qui ont presque le même niveau social. Mmh. Et c'est-à-dire que c'est ça le danger. Et aussi, on les stigmatise. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout ce qui est négatif en France viendrait de ces banlieues-là. Et le regard négatif qu'on porte sur ces enfants-là, ne leur permettent pas de construire une identité forte et sereine. Parce que très souvent, je vais dans certaines écoles où les enfants ont du mal à se situer comme français ou françaises. Mmh. Et ça, c'est extrêmement dramatique. Tout d'abord, effectivement, parce qu'ils ressentent le rejet de la société. Et aussi, après, il y a aussi ce conflit de loyauté vis-à-vis des parents. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut avoir une autre démarche. Les politiques, je pense, ont une démarche extrêmement négative parce qu'en fait, très souvent, ils renvoient une image très négative sur ces lieux de vie. Et donc on a bien une construction au sens urbain du racisme depuis 40 ans, sans que, non seulement avec une participation générale de tous les politiques de tous bords, mais avec un entretien de tout ça à travers la politique de la ville. Mais parce que, effectivement, je pense, parce que j'en avais discuté un jour avec des politiques, et c'était assez déstabilisant, parce que, en fait, ils ne comprenaient pas le discours qu'on peut tenir là. Ils étaient persuadés que les gens seraient heureux ensemble. Oui, il y avait une grande utopie des grands plans urbains qui ont donné ces villes qui sont aujourd'hui totalement déshumanisées. Oui, j'ai compris, mais ce qui est grave, c'est que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec eux. Ils ne comprennent toujours pas. Non. Il faut dire que ce n'est pas évident à voir depuis le 6e arrondissement. Peut-être. Mais c'est vrai que c'est dramatique. Vous dites que la mixité présente dans le football doit être présente dans tous les autres pans de la société française. Est-ce que vous pensez qu'il faut en passer par la discrimination positive en France? Et dans quel cas, est-ce qu'on parlerait d'une discrimination positive sociale, comme on le pratique à Sciences Po par exemple, ou d'une discrimination sur une base ethnique, qui jusqu'ici est totalement illégale en France, mais qui se pratique depuis déjà plusieurs décennies aux États-Unis? De toute façon, je pense que si vous faites une discrimination positive sur le social, ça revient beaucoup à faire une proposition sur l'ethnie. Parce qu'effectivement, dans nos banlieues, ce qu'on vient de parler, très souvent, en grande majorité, ce sont des personnes non blanches. Ça recoupe, on va dire. Pour être enseignant à Sciences Po, oui, c'est clair, mais ce n'est pas tout à fait la même chose et il y a une certaine hypocrisie. Une hypocrisie d'assimiler classe sociale et race. Ok. Moi, je pense que, pour moi en tout cas, il est évident qu'il faut favoriser les choses. Et pour favoriser la mixité sur la couleur de peau ou la mixité sur le niveau social, il faut faire des quotas. Moi, ça me paraît important parce on l'a fait aussi pour les femmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a décidé qu'il y aurait parité. Donc ça veut dire que c'est une volonté. Et moi, je pense qu'effectivement, nous devons aussi affronter ces problèmes-là. Et donc vous êtes pour une discrimination positive sur des bases ethniques et pas seulement sur des bases sociales? Comme je vous ai dit, sur les deux. Sur la base ethnique et sociale. Parce qu'effectivement, il y a aussi une réalité. Mais je crois qu'il serait important, par exemple, de faire en sorte de peut-être mettre beaucoup plus de moyens sur l'éducation pour les personnes les plus pauvres dans notre société. Parce que peut-être qu'ils auraient plus de facilité à réussir. Et après, dans des lieux, on devrait obliger certains groupes, médias ou d'autres à embaucher certaines personnes, qu'il y a un quota réservé.
Parce que comme ça, on va faire changer l'imaginaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, on va dans des endroits où je me dis, mais c'est marrant quand même. Ça dérange personne. Vous arrivez, peut-être qu'il y a 50 personnes qui travaillent dans ce lieu-là, et il n'y a pas de mixité liée à la couleur de la peau. Et je reste persuadé que les personnes qui travaillent ne font pas attention. Ça ne les dérange pas, en fait. Ah bah, typiquement, pour les Blancs, ils s'en aperçoivent pas. Oui, ouais, voilà. Et je dis, tiens, c'est bizarre que les gens, ça ne les dérange pas. Et ils vous disent, oui, mais on a cherché. Non, je ne pense pas que vous ayez cherché. Parce que vous ne voyez pas, en fait. Comment est-ce que vous résoudriez les discriminations systémiques à l'embauche, au logement, à l'orientation scolaire, au crédit bancaire et plein d'autres choses? Et comment vous analysez l'évolution des mesures gouvernementales sur ces questions? Écoutez, c'est une question compliquée. Comment je pourrais faire? Vous me prenez au dépourvu, là, parce que j'ai jamais réfléchi à savoir comment je pourrais... Vous pourriez terminer ministre par les temps qui courent. pour trouver... Oh, je ne suis même pas sûr. Hein. Si vous êtes ministre, je ne suis pas sûr qu'un ministre peut arriver à faire changer les choses. Mais en fait, il faudrait qu'il y ait une réelle volonté. Une réelle volonté. Et je pense qu'il n'y a pas une réelle volonté parce que la grande majorité des personnes qui réfléchissent à ces sujets ne sont pas touchées, en fait, par cela. Ou n'ont pas de famille qui sont touchées par cela. Et parfois même, il y en a pire qui pensent que ça n'existe pas vraiment, en fait. Là aussi, j'ai déjà discuté avec des politiques. Parfois, ils te disent, oui, mais ça existe vraiment, le racisme en France. Vous croyez que parce que vous avez une certaine couleur ou origine, c'est plus difficile pour vous? Et là, vous êtes atterré, quoi. Ouais, c'est fascinant d'être déconnecté à ce point. Et ouais. Et donc, en fait, pour réfléchir et trouver les solutions, effectivement, voilà pourquoi peut-être qu'il faut des quotas qui seraient liés à la couleur et aux origines pour qu'il y ait plus de mixité de pensée sur la société française. Mais c'est vrai, trouver la solution, voilà, c'est difficile. Préparez-vous, parce que un poste ministériel peut vous tomber dessus à tout D'accord, vous avez moment. vu que j'étais pas préparé, donc je vais me préparer. Comment est-ce qu'on peut se saisir du problème du racisme dans un pays qui interdit les statistiques ethniques? C'est à peu près aussi idiot que d'interdire l'usage du thermomètre en médecine. C'est vrai qu'effectivement, je pense que la première des choses pour avancer, pour comprendre un problème, c'est l'évaluation. Et effectivement, ça c'est un truc que je ne comprends pas. Bien sûr qu'il faut faire des statistiques. Parce que quand vous aurez des statistiques devant vous, ben, vous n'allez pas pouvoir nier les choses. Ce qui serait intéressant, c'est savoir le pourcentage de personnes non blanches à l'Assemblée nationale. Ce serait intéressant parce que si vous avez un pourcentage... Oh, ça va être très vite fait. Hein. Allez-y, dites-moi ça. En dehors de Taubira, qu'est-ce qu'on a? On n'a personne. Hein. Ah ben, ce serait du 100%, c'est ça? Ah, ça serait bien en dessous d'1%? Nettement en dessous d'1%? Non, en fait, il ne faut pas parler de les personnes qui sont en minorité. Il faut parler des gens qui sont en majorité. Donc ça veut dire que ça ferait 99%. Très largement 99% de blancs. Exactement. Donc les 99% sont beaucoup plus parlants que les 1%. Tout à fait. Et donc on pourrait faire ça aussi dans d'autres domaines pour voir le pourcentage d'hommes qu'il y a et le pourcentage de femmes. Et là on verrait... Ça on peut. Ça c'est légal. Et ça, ce serait intéressant. Et ça donne déjà des résultats qui ne sont pas très jolis à voir. Eh bien, exactement. Parce que très souvent, on parle pas en fait de ceux qui sont dominants. Et je pense qu'il faut pointer du doigt ceux qui sont dominants en disant, tiens, 99% d'hommes, quand même. Si vous dites 1%, ouais, ils vont dire, ah ouais, il faudrait peut-être qu'on arrive à 2%, ce serait bien. Je vais citer à nouveau un rappeur, un Booba, qui dans ma définition pose ses rimes. Je voulais savoir pourquoi l'Afrique vit malement, du CP à la seconde, il me parle de la Joconde et des Allemands. L'éducation nationale et également les arts et la culture en France ont-ils échoué à faire prendre conscience à la population blanche de son passé colonial et esclavagiste? Ou est-ce qu'on cherche tout simplement à
cacher la poussière sous le tapis de l'histoire officielle? J'ai l'impression qu'ils y pensent même pas. Je suis même pas sûr que ce soit un complot, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les autres n'existent pas. En fait, je trouve très souvent dans les écoles, et je demande aux enfants qui est Christophe Colomb. Et donc, les enfants me répondent toujours, c'est celui qui a découvert l'Amérique. Je leur dis, ah bon? Je dis, les enfants, écoutez, imaginons, nous sommes dans cette classe, il y a quelqu'un qui ouvre la porte et qui dit, j'ai découvert la classe. Les enfants me disent, mais ça va pas. Je dis, mais pourquoi? Mais on était déjà dans la classe. Je dis, mais quand Christophe Colomb arrive dans les Amériques, il y avait du monde déjà. Elle me dit, ah oui. Mais en fait, c'est une façon de raconter le monde qui est centrée sur la population française qui, dans l'inconscient collectif, est une population blanche. Et effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui questionnent cette façon de penser en disant, mais attendez, mais on ne va pas avancer comme ça. Effectivement, il faut expliquer ce que c'était l'esclavage, ce que c'était la colonisation, pour comprendre ce qu'est la France aujourd'hui. Et donc, il y a des gens qui ont du mal à accepter ce changement. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué chez chacun de nous, c'est accepter le changement. Changer de discours, changer de façon de dire les choses. Et pour que ce changement advienne, il faut qu'il y ait des personnes de la société civile qui poussent, et qui petit à petit emmènent au changement. Et d'ailleurs, il y a eu changement quand même, parce que ma maman, elle a grandi, on lui apprenait que ses ancêtres étaient des Gaulois, aux Antilles. Oui, il y a du progrès quand même. Et donc, attendez, je vais vous montrer une carte que je montre aux enfants dans les écoles. Vous voyez? En fait, quand je montre cette carte, il y a un vrai débat. Les enfants ils me disent, mais non, mais la carte, elle est à l'envers, il faut la tourner. Et donc, ils finissent par la mettre comme ça. Après, ils disent, mais non, mais l'écriture... Et en fait, c'est juste pour montrer aux enfants que, à force de voir une chose d'une seule façon, on finit par croire qu'il n'y a qu'une façon de la voir. Et j'explique aux enfants qu'effectivement, la Terre est ronde comme un ballon de foot et qu'on peut la regarder dans n'importe quelle direction. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes éduqués à voir l'histoire dans une seule direction. Et on finit par conditionner la majorité de la population à penser dans cette direction. Donc lorsqu'on leur dit, voilà, il faut changer vos regards, c'est très compliqué. Et effectivement, les gens ne savent pas qu'en règle générale, les cas traditionnels que nous connaissons, il y a l'Europe au centre, mais l'Europe est agrandie. Et l'Amérique du Nord est agrandie. En fait, c'est une carte qui est centrée sur l'Europe. Et en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que dans notre éducation, malheureusement, nous sommes centrés sur la France et on ne comprend pas que la France fait partie du monde et a toujours fait partie du monde. Donc voilà pourquoi il faut aborder certains sujets. Mais ce n'est pas que, je dirais, l'éducation nationale. Ce matin, je suis allé faire une émission de radio et il y avait un photographe qui est en train de faire au Musée de l'Homme une exposition sur l'histoire de l'esclavage. Et on me demandait de commenter ces photos. Et je disais, mais attendez, mais c'est incroyable quand même. C'est-à-dire que sur toutes les photos, il n'y a que des Noirs. Mais si on veut parler de l'histoire de l'esclavage, il faudrait qu'il y ait des Blancs quand même. Parce que un peu pour quelque chose, oui. Exactement. Mais si on doit parler de l'esclavage, il faut quand même parler des personnes de couleur blanche, parce que s'il y a eu l'esclavage aux Antilles, c'est eux avant tout qui doivent être questionnés. Et c'est assez marrant. Et le commissaire a eu un moment de... Et il y a un journaliste qui me disait, ah ben oui, c'est vrai. C'est juste pour vous dire que parfois dans l'éducation, on ne fait pas attention à certaines choses. Parce que nous sommes dans la reproduction. Et donc, il faut questionner pour que ça puisse changer. Et je reste persuadé qu'avec le temps,
les choses vont changer, les choses vont évoluer. Ça manque peut-être aussi de noir dans la conception des programmes scolaires, non? Ben là, vous touchez à un vrai problème. Effectivement, il manque des gens qui ont une autre expérience de l'histoire, qui vont raconter autre chose et qui vont interpeller. Voilà pourquoi je pense que nous devons être réunis, peu importe notre couleur de peau, nos religions, notre niveau social. Il faut qu'il y ait cette discussion, parce qu'il faut emmener une pluralité de vues sur un sujet. Et c'est ce qui manque dans nos sociétés. Et donc ça touche comment le faire. Est-ce qu'il faut passer par des quotas? Est-ce qu'il faut passer par des lois? Mais en tout cas, il faut construire cette communion pour qu'on puisse penser différemment et pour qu'on puisse penser plus intelligemment, je pense. Pour rebondir sur cette carte, qu'est-ce que vous pensez de la situation de l'Afrique actuellement, qui est un terrain d'expérimentation aussi bien pour l'industrie de l'agriculture qui teste des pesticides, des OGM, ou l'industrie pharmaceutique qui sert des populations comme cobayes? Mais est-ce que l'Afrique n'a, historiquement, depuis peut-être 5 siècles, n'a pas toujours été un lieu d'expérimentation? Parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du racisme, ce n'est pas simplement du racisme entre deux individus. Ce n'est pas simplement un système à l'intérieur d'un pays. C'est aussi comment on gère le monde. Et lorsque vous analysez l'histoire récente, eh ben, l'Afrique a toujours été au centre. Lorsque vous parlez de l'esclavage, l'Afrique, l'esclavage atlantique, l'Afrique a été au centre. On a toujours construit un discours extrêmement négatif sur l'Afrique pour pouvoir mieux l'exploiter, pour pouvoir exploiter les hommes dont on avait besoin. Lorsqu'on parle de la colonisation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, à un moment donné, on a besoin de débouchés, on a besoin d'hommes, on a besoin de matières premières. Donc, il fallait construire un discours négatif sur l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Vous sortez, vous posez des questions aux gens dans la rue et vous leur dites dites-moi l'image que vous avez de l'Afrique. Ce ne sera pas une image positive. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de construire cette image négative pour ne pas comprendre qu'effectivement, l'Afrique est au centre de tout. Lorsque vous prenez votre téléphone portable, ok, l'Afrique est au centre de tout. Les guerres qu'il y a pour les matières premières sont des guerres qui permettent à nous, aujourd'hui, occidentaux, de vivre comme nous vivons. C'est ça la réalité. Et donc, effectivement, ouais, les gens n'ont pas conscience de cela. Et quand vous achetez une bague de fiançailles avec un diamant dessus, vous avez plusieurs morts sur la conscience, a priori, aujourd'hui. Okay. Bon, je ne sais pas si c'est plusieurs morts sur la conscience quand même, parce que les gens ne sont pas au courant, mais ce serait intéressant qu'ils sachent le pourquoi des choses, pourquoi on vit aussi bien. Et ce rapport de domination explique aussi le rapport entre les individus. Parce que c'est une construction d'un discours qui voudrait dire qu'il y aurait une terre qui ne sert à rien, où il y a la guerre, où il y a des sauvages, mais on ne dit pas pourquoi il faut les traiter de sauvages. Parce qu'en fait, les vrais sauvages, peut-être que ce ne sont pas eux. L'année dernière, on apprenait dans un documentaire sur France 2 que Charles de Gaulle avait exigé qu'on interdise les tirailleurs sénégalais de défiler lors de la Libération. De la même façon que le père de la gauche républicaine, Jules Ferry, était profondément raciste et colonialiste, le père de la droite française n'était guère mieux. La fin annoncée par Macron de ces deux familles politiques laisse-t-elle entrevoir un espoir ? Un espoir, oui, parce que nous sommes en 2017. Lorsqu'on regarde l'histoire du racisme, ou même du sexisme, de l'homophobie, on voit qu'il y a des avancées. Moi, je dis très souvent que mon grand-père est né en 1908, 60 ans après l'abolition de l'esclavage, parce qu'on a l'impression que l'esclavage, c'est quelque chose de très loin et très désincarné. Mais mon grand-père est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Ma mère est née en 1947. Donc il y avait la ségrégation aux États-Unis, il y avait la colonisation.
de la France sur d'autres pays. Moi, je suis né en 1972. Il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, vous voyez que nous sommes dans une avancée, parce que les personnes qui étaient mises dans une position de dominant acceptent plus facilement l'égalité aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, les hommes, nous acceptons plus facilement l'égalité aujourd'hui avec les femmes, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Les personnes de couleur blanche acceptent plus facilement l'égalité avec les autres personnes d'autres couleurs que hier. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les hétérosexuels aussi acceptent le fait que les personnes homosexuelles aient plus de droits. Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les années qui viennent de s'écouler montrent que sur l'homosexualité, en tout cas, et sur d'autres sujets, c'est malheureusement pas si simple que ça. Mais vous savez, c'est jamais simple de perdre ses avantages. Parce qu'en fait, le vrai problème du racisme, du sexisme, de l'homophobie, c'est ceux qui sont dans un avantage et qui ne veulent pas perdre cet avantage-là. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut parler à ces gens-là. Lorsque vous avez le bus où est-ce qu'il y a Rosa Parks, c'est super intéressant quand même lorsque vous êtes blanc. Ça veut dire que vous pouvez arriver à n'importe quel moment, il y a un noir qui va se lever. Et donc, quand il y a une femme noire qui dit « je ne veux pas me lever », ben, tout d'un coup, ils ne comprennent pas. Ils disent « mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On a toujours eu l'habitude, lorsque nous arrivons, que les noirs se lèvent. Pourquoi ils ne veulent pas se lever? Et en fait, il faut éduquer les personnes à dire « oh, vous devez travailler pour l'égalité ». C'est-à-dire que ça vous concerne, oui, oui. Et c'est vous qui pouvez faire changer les choses. Et pour l'homosexualité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les personnes à comprendre pourquoi ils sont homophobes. Parce que très souvent, ils ne savent pas. Pourquoi on est raciste? Pourquoi on est sexiste? Mais en fait, par habitude. C'est un fait culturel. Et donc, il faut questionner les conditionnements qu'on va recevoir tout au long de notre vie. L'évolution de l'antiracisme, des mouvements apparus depuis des décennies comme SOS Racisme ou bien plus antérieurs encore comme la LICRA, sont aujourd'hui de moins en moins légitimes car identifiés comme des satellites de partis politiques. On pense à la Marche des Beurs qui voulait des droits et des SOS Racisme qui leur a donné des concerts gratuits, aux mouvements plus contemporains et qui sont eux beaucoup plus radicaux comme les indigènes de la République, qui s'organisent en collectif, qui montent leurs médias, et qui sont souvent construits en opposition à cette ancienne génération de mouvements antiracistes. Pourquoi on assiste à une telle évolution? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'antiracisme? Pour moi, l'antiracisme, c'est avant tout une lutte pour l'égalité. Et la lutte pour l'égalité n'a pas attendu SOS Racisme ou la LICRA. C'est depuis la nuit des temps. Lorsqu'on parle du racisme, par exemple, lié à la couleur de la peau. Mais depuis toujours, il y a eu des hommes et des femmes qui ont combattu le racisme, la domination. Moi, je suis antillais. Il y a la culture du marronnage, c'est-à-dire les esclaves qui s'enfuient du système esclavagiste. Donc, moi, je pense que nous sommes dans cette continuité. Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a toujours des chocs de génération. C'est-à-dire que très souvent, on a tendance à expliquer que dans le passé, ils se sont trompés. Parce que, oui, ils se sont trompés, parce que nous vivons dans une réalité qui est autre, donc on combat différemment. Mais chaque génération a à faire un travail. Bien fait, mal fait, mais c'est eux qui nous permettent d'aller plus loin. Et aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres stratégies de dénonciation de cette domination, mais c'est toujours le même discours, c'est dénoncer les inégalités, dénoncer les avantages de certains sur d'autres. On va parler de technologie un instant, donc n'hésitez pas à me demander des précisions oui, si ce que je raconte sens que je vais vous demander, je suis pas catastrophique. clair. Je vais vous commencer par vous parler d'une entreprise qui s'appelle Spaliant, qui est une entreprise française de high-tech, très proche de dirigeants socialistes comme Julien Drey ou Jean-Jacques Urvoas, ou de personnalités de droite comme Nadine Morano, et qui vend des solutions technologiques de gestion du territoire par la cartographie à des collectivités locales.
Ça vous permet, en tant que politique, d'aborder votre ville, votre département, votre région, à travers des cartographies sur lesquelles on va projeter des informations. L'an dernier, cette entreprise s'est fait pincer par le Canard enchaîné parce qu'elle proposait des cartographies ethniques du territoire afin que les politiques puissent gérer leur territoire dans une approche ethnocentrique. C'est légal, comme dirait Fillon, mais est-ce que c'est vraiment en adéquation avec les valeurs de la République? Ça me paraît dangereux surtout. Hmm. Si je dirais que ça fait presque peur. Effectivement, c'est-à-dire que pour rester au pouvoir, on est capable de faire des choses un peu qui seraient contre-productives pour le bien vivre ensemble. C'est-à-dire si on tient un discours bien précis qui flatte certaines personnes, moi ça me paraît extrêmement dangereux. Ça sert précisément à ça. Oui, ouais, j'avais compris ça, mais ça me paraît, ça me paraît très très grave tout ça. Donc c'est très bien de le dénoncer. D'ailleurs, regardez, je ne savais même pas. C'est de la techno un peu pointue et le problème de ce genre de techno, c'est qu'elle a du mal à arriver aux oreilles du grand public. Ces technologies carburent à base de ce qu'on appelle le big data. Typiquement, à partir d'un nom de famille, on peut en déduire avec une très forte probabilité une origine ethnique. Pas suffisant pour faire du fichage ethnique, mais largement suffisant pour faire de la statistique ethnique. Et on utilise aussi, dans le cas de Spaliant, les fichiers électoraux qu'on peut acquérir pour une somme absolument modique et qui renseignent sur le lieu de naissance des électeurs. À l'heure où il y a de nombreux rapports qui annoncent l'imminence d'un terrorisme d'extrême droite, là encore c'est légal, mais comme dit référent, mais est-ce que c'est bien sérieux de laisser de telles données personnelles quasiment à libre disposition? Ça, c'est évident que c'est pas sérieux du tout. Surtout que de l'autre côté, on nous explique que c'est pas une bonne chose de faire des quotas, c'est pas une bonne chose de faire des fichiers ethniques. Donc ça me paraît surréaliste. On est encore dans la schizophrénie politique? Mais on est très souvent. Je pense que les politiques, malheureusement, je ne veux pas dire tous, mais parfois, pour arriver à leur fin, sont capables de tout et voire du pire, quoi. Vous avez entendu parler du fichier unique décidé très récemment par Bernard Cazeneuve, qui fiche tous les résidents français? Non. Derrière ce fichier unique, il y a la même société qui, en 1941, a été mandatée par le régime de Vichy pour faire le fichier juif. Ça vous inspire quoi? J'ai l'impression que vous n'êtes pas sérieux, mais je sais que vous êtes sérieux. Et c'est dans quel but le fichier unique? Ficher la population française, c'est très à la mode en ce moment. Mais je pense que malheureusement, c'est pas que les politiques qui pensent à ça. C'est ça qui est très grave. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus on sera fiché, plus on saura ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et plus on pourra contrôler, on pourra vous contrôler, et c'est ça qui est grave. D'ailleurs, je pense que ça a toujours été la volonté des politiques, c'est-à-dire être au plus près pour savoir et pour anticiper, pour contrôler les gens plus facilement. Et c'est extrêmement grave qu'on puisse laisser faire. Je vais vous parler d'une autre technologie celle-ci est américaine. Vous me faites peur là quand même. Hein. C'est très flippant les technologies quand on regarde vraiment le côté obscur de la force. Cette fois-ci, je vais vous parler de Palantir. C'est infiniment plus flippant. Palantir, c'est une société américaine gigantesque qui a pour principal client des gens comme la NSA, la CIA ou le FBI, qui est accusée par de nombreuses personnalités de la Silicon Valley de constituer un fichier musulman aux États-Unis. Accessoirement, le fondateur de Palantir est le conseiller au numérique de Donald Trump. Très récemment, la DCRI, les services de renseignement français, renseignement intérieur français, qui, vous avez dû en entendre parler, surveillent la population française quasiment dans son ensemble, ont confié la gestion de leurs données de surveillance de la population française à cette même société Palantir. Est-ce qu'on est en train de préparer une heure sombre de notre histoire, comme on le dit pudiquement? Ça... Ouais, mais attendez, là. Moi, je pense que depuis toujours, ceux qui veulent le pouvoir doivent contrôler l'intimité des gens. D'accord ?
c'est ce que je pense de la religion, c'est-à-dire dans la naissance de la religion, contrôler l'intimité. Et pour moi, c'est la même démarche, c'est-à-dire contrôler ce que vous allez faire et tout savoir. Parce que c'est, encore une fois, la meilleure façon de vous orienter et vous emmener dans la direction que certains vont vouloir vous emmener. Parce que c'est comme, oui, effectivement, la politique. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise les médias pour répéter sans cesse des choses pour que les gens finissent par croire que c'est vrai. Sauf que là, ça me paraît extrêmement dangereux parce que j'ai l'impression qu'il faut trouver quelque chose pour contrer cela. Parce qu'on a toujours essayé dans les sociétés de trouver comment contrer ceux qui veulent contrôler la société. Et là, j'ai l'impression que c'est extrêmement compliqué quand même. Si on arrive à ça... C'est un sport d'élite réservé aux hackers. Voilà. Donc à très peu. Très peu. C'est clair que la population générale ne peut pas échapper à ce type de surveillance. D'autant plus que la surveillance va de Google à la NSA en passant par les services français et les frontières sont extrêmement poreuses entre surveillance privée à des fins marketing et surveillance étatique à des fins politiques. Ben écoutez, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait des hackers de grande qualité pour essayer de contrecarrer tous ces projets. Parce que ce n'est pas anodin, ces projets. Voilà. On va parler un peu foot, alors pas du tout sous un angle technique. Commencer par cette question. Les empereurs romains prenaient un soin fou à donner au peuple du pain et des jeux pour abrutir la population. Est-ce qu'on a réellement évolué depuis ou est-ce que le foot a tout simplement remplacé les combats de gladiateurs et le RMI, le pain promis par Jules César ? Nous sommes dans la même logique, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut amuser le peuple. Il faut amuser le peuple parce qu'effectivement, on pense à autre chose. Nous sommes dans l'émotion totale. Mais ça marche parce que aussi, il y a des personnes qui gagnent de l'argent. C'est-à-dire que le foot, on va prendre le foot parce que c'est le sport numéro 1 au monde, ça marche parce que il y a des boîtes qui se font beaucoup d'argent parce ils vendent des publicités. Et à un moment où les gens sont dans l'émotion totale. C'est pour ça que ça marche, le foot. Et il ne faut pas être dupe aussi. Le foot raconte la société dans laquelle on vit, tout simplement. Hein. Qui, au final, n'a pas vraiment évolué depuis les Romains. Non, ça a évolué quand même. Balance de pouvoir. Mais c'est la même logique. C'est la même logique. C'est-à-dire qu'effectivement... il faut voir comment les politiques, parfois, arrivent à instrumentaliser le sport. Et notamment dans les pays pauvres. Donc, c'est toujours la même logique. Oui, effectivement, le sport permet justement de faire en sorte que les gens pensent un peu moins. Voilà. Mais en même temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'être humain, nous sommes des êtres d'émotion. Donc, il faut aussi s'amuser. Il faut aussi aller vers des choses où on n'aura que de l'émotion pure. Parce que le foot, quand vous êtes spectateur, c'est ça. C'est-à-dire vous êtes pris par l'émotion, la victoire, la défaite. Mais c'est pour cela qu'il faut toujours réfléchir à ce qu'il y a derrière le sport. Et ne pas prendre argent comptant en disant « ouais, c'est magnifique ». Parce que le foot raconte vraiment la société. Par exemple, je trouve que ce que raconte le foot aujourd'hui, c'est le déplacement de l'économie. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le centre était en Europe, d'accord, monétaire, l'argent aux États-Unis. Aujourd'hui, si vous regardez le foot, vous allez voir que c'est assez incroyable que, par exemple, qu'un club comme le Milan AC, vous savez à qui appartient le Milan AC ? Non. Le Qatar ? Non. À la Chine. Pas mal. À une entreprise chinoise. Ouais, logique. OK, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on voit comment, en fait, il y a eu un déplacement. Parce que personne ne peut imaginer, enfin, il y a 10 ans ou 15 ans, personne ne pourrait imaginer que le Milan AC soit racheté par une entreprise chinoise. Et la France, c'est exactement la même chose.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le club le plus puissant, c'est le Paris Saint-Germain. Et ça appartient au Qatar. Il y a 20 ans, personne n'aurait pensé ça aussi. Je crois qu'en Angleterre, il y a des clubs qui appartiennent à des entreprises qui viennent de Malaisie. Et je trouve que le foot raconte énormément de choses. Quand on prend le temps d'analyser le foot, on comprend beaucoup de choses sur la société. Donc effectivement, il y a l'amusement, mais il y a aussi autre chose. Et je ne sais pas si jamais, au temps de Rome, si les jeux racontaient tout ça aussi. La mondialisation n'en était pas là. Je ne sais pas. Autre chose que raconte le foot, c'est l'argent fou et l'évasion fiscale. L'argent et la FIFA, est-ce que vous avez vu ou entendu des responsables parler ouvertement de malversation financière? Non, mais attendez, soyons sérieux. Vous pensez que les dirigeants vont parler devant les joueurs de malversation? Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais encore une fois, lorsque vous parlez de ces problématiques liées à l'argent, mais c'est ce qui se passe à des niveaux plus élevés que le foot. Mais très souvent, on focalise sur le foot en essayant de faire croire que justement, il n'y a que dans le football que ça se passerait. Mais non. Attendez, il y a des grandes entreprises qui sont en Europe, qui sont en France, qui ne payent pas leurs impôts en France. Ça, on a des révélations tous les jours. Oui, non, mais oui, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les sommes qui sont dans le foot est beaucoup moindre que lorsqu'on analyse autour de nous. Mais très souvent, on a tendance à regarder « Oh là là, t'as vu ce qu'il y a dans le foot ?» Mais il y a des gens qui vont boire des coups dans des enseignes très connues. Et ben, ces enseignes très connues ne payent pas leurs impôts aussi, parce qu'ils font des montages financiers. Et lorsqu'on analyse aussi, par exemple, ce qui se passe au niveau de la bourse, les spéculations, c'est exactement la même chose. Et parfois, les pays ils sont au courant. Par exemple, aux États-Unis, qui font la chasse, mais il y a... c'est le Delaware, non? OK. Donc ça aussi, il faut le dire, et que les gens le sachent. Mais comme la plupart des gens s'intéressent au foot, on essaie de faire croire que dans le foot, il y aurait tous ces problèmes et ce serait cantonné au foot. Et donc, en fait, les gens ne raisonnent pas sur en dehors du foot. Et peut-être s'ils raisonnaient en dehors du foot, peut-être qu'ils verraient qu'effectivement, mais ça les dessert beaucoup plus que ce qui passe dans le foot. Ah, ça, c'est sûr. OK. À ma connaissance, mais elle est limitée pour le foot, il n'y a aucun dirigeant noir dans les instances dirigeantes du football. Pourquoi? Oh ouais, je crois que là, c'est du 100%, je crois, de personnes blanches. C'est quand même assez ahurissant. Comment? C'est particulièrement ahurissant. Ah, mais c'est ahurissant, oui. C'est très intéressant. Et pourquoi? Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour que vous puissiez penser que c'est possible, il faut qu'il y ait déjà quelqu'un qui vous dise « Tiens, c'est possible de faire ». Et c'est ça le danger. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la mixité. Et effectivement, au foot, il y a beaucoup de joueurs noirs. Il y a très peu d'entraîneurs noirs aussi. Et il y a très peu de dirigeants. Enfin, il y a très peu d'entraîneurs noirs. Attention, lorsqu'on parle du racisme, c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire que plus vous allez regarder tout en haut, moins il y a de mixité de couleurs de peau. Mais si vous allez regarder tout en bas, si vous allez dans la région parisienne et regarder sur les terrains de foot qui entraînent les enfants, bah, la grande majorité, ce sont des jeunes noirs et des jeunes de type maghrébin. Hein. Attention. C'est-à-dire que ce qui est dérangeant dans le racisme, c'est lorsque vous voulez atteindre le niveau élevé. Tant que vous êtes en bas, OK, d'accord, on vous accepte. Mais quand vous voulez aller en haut, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, en pensant au foot, le président de la Ligue d'Île-de-France, je crois que c'est un monsieur qui s'appelle Sanjak, d'origine maghrébine. Il y a encore quelques exceptions. Ouais, je crois, ouais. Mais ça reste de l'ordre de l'exception. Ah oui, ça reste de l'ordre de l'exception. Et ce qui est très important, c'est pouvoir le dire. Mais vous savez, très souvent, quand vous dites ces choses-là, les gens ne veulent pas écouter et ils vous font passer pour un méchant.
Et ça aussi, c'est une stratégie pour ne pas en parler. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à en parler et dénoncer. Surtout, en tout cas, déranger les gens pour qu'ils puissent regarder autour d'eux et se dire « ouais, c'est vrai, peut-être qu'il faudrait qu'on change ». Mais au foot, c'est pas gagné parce que il n'y a pas longtemps, certains voulaient faire des quotas en disant qu'il y avait trop de jeunes noirs et de jeunes musulmans dans les centres de formation. Voilà. Et ce qui est très grave, c'est que ce monsieur en question n'a pas été renvoyé de la Fédération française. Aujourd'hui, il n'y est plus, parce que je crois qu'il est à la retraite, mais à l'époque, il n'a pas été renvoyé. C'est très léger, les actions pour lutter contre le racisme dans le milieu du foot. Pour ma part, oui, je trouve ça très léger. Mais c'est bien que ça existe. Parce qu'il fut un temps, ça n'existait pas. Donc c'est très bien qu'il y ait des joueurs importants qui le disent, qu'il y ait des campagnes. C'est pour ça que je vous dis. C'est-à-dire que les choses avancent. Il faut simplement essayer que les provoquer pour que ça avance encore plus vite. Je vous raconte ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps en Italie. Un joueur de foot qui s'appelle Muntari se fait insulter sur sa couleur de peau. Donc il va voir l'arbitre en disant « Attendez, il faut arrêter le match, c'est un scandale ». L'arbitre lui met un carton jaune et il retourne voir l'arbitre. Il dit « Mais attendez, c'est scandaleux, il faut arrêter le match ». Et l'arbitre n'arrête pas le match et lui, il décide de partir. L'arbitre lui met un carton rouge. C'est super intéressant quand même. Et tout d'un coup, le joueur noir est expulsé, le match continue. Et c'est ce qu'il faut dénoncer. Et moi, c'est ce que j'essaye de dénoncer. Et moi, je dis, voilà, qui peut faire évoluer les choses? C'est pas Muntari, parce que très souvent, les journalistes vont voir le joueur noir, comme c'était mon cas quand j'étais en Italie, en disant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, je réponds, on ne peut rien faire, nous. Mais par contre, les joueurs blancs qui ne subissent pas le racisme peuvent faire les choses en quittant le terrain. Ils auraient dû quitter le terrain. Les gens dans les tribunes, blancs, peuvent faire des choses. Donc vous voyez bien que ce n'est pas moi qui peut changer les choses. Et c'est pour ça que je dis très souvent, ce sont les personnes qui ne sont pas discriminées qui peuvent changer les choses. Mais il faut prendre conscience de ça. La politique de la ville se résume-t-elle à la com Black Blamber mêlée de foot et de hip-hop? On se souvient du match France-Algérie en 2001. Est-ce que ce n'est pas le symbole de l'échec de cette politique antiraciste menée depuis le début des années 80? C'est évident que si vous donnez simplement aux jeunes le hip-hop et le foot, c'est trop peu. Mais la réalité n'est pas toujours celle-là quand même, hein. C'est-à-dire que moi, je rencontre beaucoup de profs, beaucoup de personnes, d'associations qui travaillent aussi avec les enfants en les emmenant au théâtre, dans les musées. Par exemple, moi, je suis le parrain de Demos. Je ne sais pas si vous connaissez Demos. Non. Je ne pourrais pas vous dire exactement que signifie Demos. Mais en fait, c'est la Philharmonie de Paris qui met à disposition des instruments et des profs pour apprendre aux enfants défavorisés un instrument pour faire de la musique classique. Et il y a, de mémoire, je ne sais pas exactement combien d'orchestres en France. Et donc, il y a des gens qui font des choses quand même très, très, très bien. Ça, il faut le répéter quand même, parce que sinon, on va tomber dans la caricature où il n'y a que du hip-hop et que du foot. Et c'est pas vrai, parce que... oui, finalement, il y a plein d'autres initiatives, oui, il y a du théâtre, de la littérature. Voilà, mais... et ça, c'est très important de le dire, parce que sinon, on pourrait penser que les choses n'avancent pas. C'est pour cela que je dis que les choses avancent, petitement, mais sûrement. Est-ce que ça va assez vite? Mais ça ne va jamais assez vite. Mais encore une fois, vous êtes confronté à des habitudes. C'est ça le problème. Il y a des habitudes que les gens ne veulent pas changer. Ils se disent, eux, ne sont pas à leur place. Par exemple, moi, j'ai accepté d'être le parrain de Demos. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais enfant, en classe de CM2, tous les vendredis soirs,
enfin les vendredis après-midi, notre prof, durant la dernière heure, nous mettait de la musique classique. Et moi, j'adorais ça. Mais j'étais incapable de le dire aux autres. Pourquoi? Vous voyez bien que parfois, on se met des freins soi-même. Et par habitude, je me disais, tiens, je suis d'une cité, je ne peux pas dire aux autres que j'aime la musique classique. Mais peut-être que dans la classe, il y en avait plein comme moi. Et on n'arrivait pas à s'avouer qu'on aimait la musique classique. C'est triste. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut changer nos habitudes. Mais quand je parle de nos habitudes, c'est tout le monde. Et peu importe la couleur de peau, peu importe les religions, parce que parfois, nous sommes enfermés dans nos habitudes, dans des catégories. Et en fait, il faut, par l'éducation, ouvrir ces champs pour dire aux enfants, ayez confiance en vous, allez aussi vers des choses qui vous paraissent aujourd'hui impossibles, mais que vous pouvez prendre. Et il faut aider ces enfants-là aussi à avoir une bonne estime d'eux-mêmes en se disant, tout est pour moi. Comme il faut aider d'autres enfants qui se pensent supérieurs, parce qu'ils sont supérieurs, et qui se disent, ben ça, c'est pas pour eux. Ça, c'est pour moi. Parce qu'en fait, très souvent, c'est l'habitude du mépris. Mépris de soi, mépris des autres. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour défendre vos valeurs? À la mort. Ça, c'est une réponse qui est sortie tout seul. Elle est gravée pour l'éternité. On va conclure par une tradition chez Thinkerview. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil pour les jeunes générations afin qu'on puisse avancer ensemble? Pour moi, ce qui est essentiel à développer chez les plus jeunes, c'est avoir une bonne estime de soi. Parce que lorsque vous avez une bonne estime de vous, vous n'avez pas besoin d'écraser les autres pour exister. Et cette estime de soi, en fait, se cultive dans la connaissance de soi-même, donc la connaissance de l'histoire, dans la connaissance de l'histoire familiale, mondiale, et surtout qu'on puisse, à la fin, développer cette éducation qui va nous permettre de nous percevoir avant tout comme des êtres humains. Parce qu'en fait, c'est ça le piège. L'autre, il est noir, il est musulman, l'autre, il est juif, c'est une fille, c'est un homosexuel, c'est un Africain, c'est un Européen. Et je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais en nous enfermant dans des catégories, eh ben, on ne se perçoit pas comme il faudrait. Et on accepte certaines choses. Par exemple, un truc tout bête. Je me dis quand même, comment se fait-il qu'on ne parle pas, par exemple, de les guerres qu'il y a au Zaïre, par exemple? Comment se fait-il quand même que nous sommes dans un pays de liberté de la presse? Depuis des années, il y a des gens qui se font tuer dans des zones, justement, où il y a une vraie lutte pour les matières premières, et on n'en parle pas. Pourquoi on ne parle pas? Parce que ce sont des Africains? J'arrive pas à y croire, quand même. Pour pouvoir acheter nos téléphones portables tranquillement? Peut-être. Mais je n'arrive pas à saisir. Et moi, je pense que lorsque vous percevez l'autre comme vous, eh ben, c'est plus facile à le défendre. Donc c'est ça, je pense. Lilian Thuram, avant de conclure, je vais vous passer le bonjour de José Soares et terminer en vous remerciant d'être venu nous voir à Thinkerview. Ben écoutez, merci à vous de m'avoir invité. Vous me faites un peu peur quand même parce que en vous écoutant sur les nouvelles technologies, là, ça me déstabilise quand même. Ouais, j'en ai bien d'autres en réserve. C'est vrai? Plein. Bon, pas tout de suite alors. Ne me faites pas peur. Ok. Lilian Thuram, merci. Merci à vous.